Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce Mediapart live. Alors nous poursuivons avec une question que se posent forcément tous les journalistes qui s'intéressent à l'international. Que se passe-t-il dans le monde? Mais alors on se la pose en ce moment de manière beaucoup plus aiguë parce que de manière concomitante, on voit émerger dans bon nombre de pays du monde, de tous les côtés, dans les deux hémisphères, que ce soit dans le sud, le nord, qu'il s'agisse du printemps austral, de l'automne boréal, alors même que nous approchons du premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes en France, on voit que les peuples se rebellent, se soulèvent, revendiquent et protestent. Alors ce soir, nous avons 2 heures devant nous pour tenter de comprendre ce qui se passe. Et tout d'abord avec 3 invités. Anna Tijoux, vous êtes chanteuse franco-chilienne. Vous êtes née en France, mais vos parents ont fui la dictature d'Augusto Pinochet en 1973, ce qui explique pourquoi vous êtes née en France. Mais vous êtes repartie au Chili une fois la démocratie de retour. À vos côtés, Lionel Trouillot, vous êtes romancier et poète. Vos œuvres, nombreuses, que je ne vais pas citer, sont éditées chez Actes Sud, en France. Et vous êtes né à Port-au-Prince. Enfin, Ziad Majed, vous êtes franco-libanais, politiste, enseignant à l'Université américaine de Paris et auteur également chez Actes Sud Sinbad de Syrie, la révolution orpheline, et dans la tête, vous êtes co-auteur de Dans la tête de Bachar el-Assad. Alors, je voudrais commencer d'abord avec Lionel Trouillot, pourquoi? Parce que vous n'avez cessé de dénoncer depuis quelque temps, et en particulier depuis une tribune qui est parue dans l'Humanité. Vous avez dénoncé le silence qui entoure la mobilisation qu'on voit à Haïti depuis plus d'1 an. Alors, comment on peut expliquer cette chape de plomb? Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faudrait demander aux porteurs de ce silence, il faudrait demander aux journalistes français, il faudrait demander aux États occidentaux pourquoi est-ce qu'on en parle si peu. Il y a quand même un élément d'explication. Ce qu'on est en train de vivre en Haïti est le résultat de la mainmise de ce qu'on appelle la communauté internationale sur les affaires politiques d'Haïti depuis la chute du Duvalier. On a poussé ce pays dans une logique de démocratie formelle, mais beaucoup plus sur le mode de la parodie que sur le mode de la réalité. Michel Martelly a été élu par les ambassadeurs occidentaux en Haïti qui ont exigé un nouveau décompte des voix alors qu'il était... selon les Haïtiens, 4e, on l'a retrouvé 2e. Et tout le monde sait que c'est sur l'intervention de quelques ambassadeurs. Il y a eu une mission des Nations Unies, il y a les institutions économiques internationales, le FMI, la Banque mondiale, il y a tout cela. Et pour tout ce monde, c'était le faux semblant qui importait. Voilà, tout va bien, il y a eu des élections régulières, même si tout le monde sait qu'elles sont truquées. Aux dernières élections, il y a eu moins de 20% de la population à aller voter. Donc, quand tout le monde était dans cette tranquillité, alors que, comme dans le poème de Victor Hugo, La ville disparue, il y avait quelque chose qui était en train de bouillir en dessous, le mécontentement du peuple dans une société qui est fondée sur un système qui produit trop de mécanismes d'exclusion, de domination et d'exploitation. Et donc, il y avait cette colère populaire, et nous, on était là, les écrivains le disaient, les intellectuels le disaient, le peuple lui-même le disait, et on ne voulait pas entendre finalement. Il y a une conscience politique qui a grandi chez le peuple, et le peuple, c'est un acte politique de la part du peuple haïtien de dire « nous ne voulons plus de ce faux système de représentation, nous ne voulons plus de cette société fondée sur les inégalités sociales, nous voulons transformer la société, l'organiser autrement. » Je vais laisser la parole aux autres, et j'aimerais simplement dire quelque chose. Et quand il y a quelques articles sur la réalité haïtienne, c'est désespérant comment ils sont condescendants. Et on lit par exemple que c'est la pauvreté qui met les gens dans la rue. C'est vrai, mais dit comme ça, on dirait des hordes de sauvages qui n'ont pas à manger et qui vont chercher du pain en détruisant tout. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est une conscience politique qui est exprimée par les laissés-pour-compte,
on pourrait dire par les classes populaires, avec l'appui de personnes, je dirais, ayant une conscience sociale et appartenant à d'autres classes sociales, qui est en train de s'exprimer. Et comme il n'y a pas de canal formel pour cette expression, il ne leur reste que la rue. Donc ces gens, ils prennent la rue comme territoire pour exprimer leurs revendications. Mais c'est hautement politique. Moi, je souffre beaucoup quand j'entends dire « Ah, c'est la pauvreté ». Non, non, non. Quand une femme vous dit, parce que Haïti est bloqué depuis déjà des mois, et quand une femme pauvre vous dit « Moi, je suis pauvre et j'ai 3 enfants, mais le pays va rester bloqué tant que Jovenel Moïse ne sera pas parti », je consens. Le président. Oui. Je fais ce sacrifice pour que la société puisse enfin se transformer vers autre chose de plus juste. On est sur l'équité et l'éthique. Juste pour essayer de comprendre un peu plus avant d'aller vers le Chili ou alors au Proche-Orient, c'est le point de départ de cette mobilisation, c'est des phénomènes de corruption dans un système qui s'appelle Petro-Caribé, c'est ça Deux choses. Le point de départ des événements actuels, c'est vieux, hein, les gens sont dans les rues en Haïti depuis 2018. Il y a ce phénomène Petro-Caribé, c'est de l'argent un peu avancé par le Venezuela dans un accord sur le pétrole. C'est une somme de 3 milliards de dollars ça s'étend sur plusieurs gouvernements. Et au bout du compte, on réalise que cette somme, apparemment, elle n'a pas été dépensée pour produire des biens et services pour la société haïtienne. Et il y a 2 rapports de la Cour supérieure des comptes, organisme constitutionnel d'Haïti, établissant que cet argent a été vilipendé, qu'il est allé dans les poches d'entrepreneurs, de faux entrepreneurs, de politiciens, etc. Parmi lesquels l'actuel président de la République. Et puis il y a eu, l'année dernière, il y a eu la volonté du gouvernement d'augmenter de manière incroyable, à pratiquement 50%, le prix des produits pétroliers. Et ça, les gens ont dit, ça c'est trop. J'ajouterai un 3e élément, il y a un étalage de richesse de la part des gens qui sont au pouvoir avec leurs voitures. Au fait, c'est un pays où les riches disent, écoute, je suis riche, toi t'es pauvre, tais-toi. Alors, on va se déplacer plus à l'est, et là, on va aller au Chili. Et alors, je voudrais juste qu'on écoute, puisque je pense que c'est intéressant d'écouter le discours du président chilien Sebastián Piñera pendant quelques secondes, juste pour poser la situation. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Alors, ce discours-là, Anatijou, il a lieu juste après les premières manifestations qui ont lieu à Santiago. Et pourquoi il déclenche la polémique et pourquoi il déclenche tellement de colère? Ce qui est intéressant dans le discours de Sebastián Piñera, qui est le président du Chili, c'est que c'est le même discours qu'avait Augusto Pinochet. Pinochet disait « estamos en guerra ». Donc, les émeutes qui ont commencé il y a déjà 12 jours, je crois, 12, non plus, je sais même plus, bon, plus d'une semaine déjà, qui vont se déclencher avec les étudiants secondaires, les collégiens, les lycéens. C'est eux qui ont déclenché cette rébellion populaire. Elle part de la décision de l'augmentation de billets de métro. Des billets de métro, ouais, c'était 30 pesos, je ne sais pas, ça correspond, je ne sais pas, 5 centimes, 10 centimes. Donc tout le monde dit c'est pas les 5 centimes, c'est pas les 30 pesos, c'est les 30 ans de saccage de ce système néolibéral pinochetiste. Parce qu'il se passe au Chili, c'est qu'on a un système, depuis la dictature chilienne, où tout a été privatisé, c'est-à-dire l'éducation publique, la santé et la retraite. Donc c'est un système totalement néolibéral par Milton Friedman, Chicago Boys, qui s'est installé et qui après, post-démocratie, non seulement a continué, mais s'est approfondi avec cette gauche bobo démocratique, disons. Donc c'est cette nouvelle génération qui est plus jeune que moi, qui est beaucoup plus jeune que moi, donc des collégiens, des lycéens qui ont commencé dès l'année 2007 et après l'année 2011, pardon, qu'on appelle la révolution des pingouins. Des pingouins. Parce qu'ils mettent un uniforme en bleu et blanc. Ouais. Et c'est eux qui ont commencé à demander l'éducation publique et de qualité. Et à ce moment-là, vous faites une chanson qui s'appelle Choc, je crois. La doctrine du choc, ouais, qui était, c'était influencé par Naomi Klein, par le bouquin La doctrine du choc. Ouais, voilà, la doctrine du choc. Et donc, et ce qui est intéressant du Chili, en fait, c'est que c'était des étincelles, en fait, parce que le Chili a toujours été représenté, pour le reste de l'Amérique latine,
comme un pays stable, un pays néolibéral, un peu le paradis de l'Amérique latine. Et c'est un pays avec beaucoup d'inégalités sociales et d'où la richesse appartient à 7 ou 8 familles. Et donc, ça a commencé à avoir des intercelles avec les étudiants, après avec le système de retraite, ce qu'on appelle les AFP, qui a été instauré par le frère du président Sebastián Piñera. Donc, c'est des familles. Donc, ce qu'on voit, c'est un système d'oligarchie, capitalisme néolibéral, pinochetista. Donc, ce qui est intéressant dans ce discours que dit Sebastián Piñera, c'est que le pinochetisme n'est jamais parti, en fait. Enfin, ça remet... Ça reste, en fait, ce système est resté. C'est très ancré, et la manière dont la répression qu'on vit depuis déjà plus de 10 jours au Chili, la manière dont s'articule la méthode de violence dans laquelle sortent non seulement les militaires, c'est donc les policiers dans la rue, c'est un système totalement pinochetiste qui existe depuis la dictature. La manière, l'articulation des services secrets, la manière dont il y a plein de vidéos qui circulent, comment ils vont chercher les gamins à 2h du matin chez eux, les tortures, les violations à des jeunes garçons ou filles qui ont 13, 14, 15 ans. Et ce mouvement, alors vous avez fait une petite vidéo, une chanson qui s'appelle Cacerolazos. Cacerolazo, qu'est-ce que c'est? C'est la casserole. En fait, la casserole, c'est très symbolique au Chili parce que pendant la dictature, c'est les gens jouaient la casserole comme un symbole on en a marre. Donc, comme il y en avait les toque de queda, c'est-à-dire on ne pouvait pas sortir dans la rue. Ouais. Les couvre-feux, pardon. Ouais, je suis très fragnole. Et donc, pendant le couvre-feu, les gens prenaient la casserole pour une manière de manifestation, de faire du bruit. Donc la casserole, c'est un symbole au Chili de protester contre le système, en fait. Donc ouais, j'ai fait un morceau ici à Paris parce qu'on était avec une amie chilienne, on dit il faut faire quelque chose, Donc on a enregistré dans le 18e, on a envoyé le morceau. Et ce qu'on a fait, c'est une vidéo qui est déjà censurée sur YouTube en prenant des images pas si fortes que ça sur le système de violence de la police au Chili. Au Chili. Alors Ziad Majed, quand vous entendez à la fois ce qui s'est passé à Haïti et puis au Chili, est-ce qu'on retrouve des éléments, parce que là on va essayer de voir s'il y a des choses qui se retrouvent dans ces différentes mobilisations, à la fois au Liban et en Irak? Tout à fait. En fait, par rapport au Liban, il y a énormément de caractéristiques et de facteurs qui ressemblent à ce qui a été dit. Il y a l'oligarchie, il y a une alliance entre des élites qui représentent un système confessionnel et les banques, parce que les banques, durant les dernières années, dans une politique centrale afin de stabiliser le prix de la livre libanaise, ont réussi à accumuler des milliards de dollars. Donc il y a cette question-là qui ressemble beaucoup à ce que j'ai entendu. Il y a également l'accumulation ou la construction avec le temps d'une conscience politique qui va au-delà des clivages confessionnels, qui va au-delà de certains facteurs, disons, qui ont déclenché les dernières revendications et puis le soulèvement. Et même, on peut parler aujourd'hui de révolution, et je pourrais élaborer sur cette question plus tard. C'était des impôts qui ont été, que le gouvernement voulait imposer. Et pour les gens, c'était à la fois une arrogance, une insolence insupportable, parce que la corruption est partout, le système n'arrive plus à fonctionner correctement, les accusations par rapport à la classe politique restent toujours impunies, et en plus, ils ont voulu ajouter des impôts, donc c'était l'explosion d'une colère. Sauf que cette explosion-là va bien au-delà du 17 octobre, quand les premiers manifestants ont occupé les espaces publics dans le pays. On a vu après des manifestations dans tout le pays, c'est la première fois, même si le pays est très petit, mais la décentralisation de ce mouvement montre son ampleur, montre comment il est en train de se consolider dans les régions. Aujourd'hui, les étudiants ont manifesté presque dans toutes les grandes et moyennes villes. Il y a eu... pas la première fois, mais cette fois, au sein de toute cette révolution, des revendications féministes, un mouvement très fort des femmes libanaises, non seulement au niveau de la présence, et ce n'est pas une question d'égalité ou de quota ou de participation. Au contraire, c'est vraiment une rébellion contre le patriarcat que les institutions religieuses consolident dans le pays, contre la corruption. Donc ça s'inscrit dans tout le processus politique qu'on est en train de voir.
Et puis, il y a des campagnes qui ont eu lieu récemment contre la corruption, contre le système confessionnel. Il y a des débats et des échanges entre des clubs, dans les universités qu'on a vus aujourd'hui dans la rue. Il y a des forums. Le centre-ville de Beyrouth est devenu une grande agora où les gens se rencontrent et parlent et se retrouvent. Et puis, il y a de temps à autre des symboles comme les casseroles. Les gens qui ne peuvent pas descendre, chaque soir, aujourd'hui d'ailleurs entre 20h et 20h30 heure locale, il y avait une campagne de casseroles dans les villes. Dans certains ronds-points où la police est bien présente pour ne pas permettre le blocage des accès, les gens portent des slogans comme quoi « si vous êtes d'accord avec nous, klaxonnez ». Et puis toutes les voitures qui passent commencent à klaxonner. On peut parler d'un art révolutionnaire, on peut voir les graffitis. Les insultes ont été utilisées et je trouve que ça révèle non seulement une colère, mais une volonté de briser tous les tabous par rapport aux hommes politiques, parce qu'on n'a pas beaucoup de femmes politiques, donc je dis hommes politiques, par rapport au système confessionnel lui-même, par rapport aux institutions religieuses qui sont les alliés des représentants des communautés et par rapport aux banques qui ont accumulé de l'argent et qui menacent aujourd'hui que cette contestation-là, ce soulèvement populaire-là, va créer une catastrophe, comme ils disent, économique. Sauf que pour les gens, ils sont responsables. Cette alliance entre familles politiques, représentants des communautés, banques et certaines institutions sont à l'origine d'un déclin économique, social, de valeurs, et d'une corruption qui dépasse toutes les limites possibles. Et c'est exactement comme au Haïti, c'est-à-dire ils sont corrompus, ils accumulent des richesses et les gens savent, et la quantité de rumeurs sur les sources de leurs richesses circule partout, dans l'impunité et dans l'arrogance. C'est-à-dire ils sont contents de montrer qu'ils peuvent violer la loi parce que ça encourage leur réseau clientéliste à se sentir impunis eux-mêmes et donc à rester fidèles à eux comme base électorale durant les élections qui se succèdent. Donc c'est une colère qui dépasse, à mon avis, tout ce que moi-même j'ai vécu dans le pays, de loin plus importante qu'en 2005, où les clivages étaient par rapport à la question syrienne. Aujourd'hui, ça traverse toutes les communautés, toutes les familles politiques, et certainement, il y a une nouvelle génération qu'on ne connaissait pas suffisamment, qui a des valeurs universelles, mais qui comprend en même temps très bien le contexte local, courageuse, déterminée, qui est dans une créativité impressionnante. Et il y a les réseaux sociaux, donc on voit tout en même temps et on se mobilise en même temps pour soutenir, pour être présent. J'ai passé 10 jours à Beyrouth, je suis rentré hier et vraiment c'est fabuleux ce qui se passe. Et les gens, ils savent que même si au niveau du combat politique, ce n'est pas encore gagné, et ça peut être très difficile même, mais au niveau de la culture politique, quelque chose change radicalement dans le pays. Si vous permettez juste 2 mots par rapport à l'Irak, c'est un contexte un peu différent, mais il y a énormément de points en commun aussi par rapport à la corruption. Un pays pétrolier qui a énormément de richesses, qui a été envahi par les États-Unis, mais qui est tombé après sous hégémonie iranienne. Et les gens se mobilisent aujourd'hui en considérant que ce soit l'occupation américaine ou l'invasion dans le passé ou l'hégémonie iranienne aujourd'hui, les deux ont amené une élite politique corrompue. Ils ont imposé cette élite-là. Et les gens à Bagdad, comme à Basra et dans le sud du pays, se soulèvent et manifestent chaque jour. Et contrairement au Liban, la violence, dès le premier jour, a commencé à les cibler. Il y a déjà plus de 200 morts en Irak et des milliers de blessés, tandis que dans le cas libanais, c'est encore une violence, disons, contrôlée. Par les institutions sécuritaires. Alors, en vous écoutant, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être communes, en fait, à tous ces mouvements. Mais alors, la question qu'on se pose, parce qu'on a vécu 2011, on a vécu Occupy Wall Street, on a vécu ces mouvements d'occupation, on a vécu les printemps arabes. Pourquoi maintenant, enfin, dans ces pays, que ce soit au Chili, à Haïti et puis Liban et en Irak, pourquoi maintenant? Je pense que, de manière un peu générale, dans le monde et dans un pays comme Haïti, c'est d'une évidence insupportable. Il y a ce que vous avez dit, il y a l'arrogance des riches, il y a cette sorte d'insolence et ce mépris total de la condition des masses, cet étalage de la richesse. Et puis, il y a aussi le fait que les gens se rendent compte que cette parodie de démocratie
qu'on leur propose. Quand ils vont voter, on leur vole leur vote. Ou parfois, quand ils vont voter, ils votent pour quelqu'un qui fait des promesses qu'il ne va pas tenir. Les gens voient qu'ils ne sont pas représentés et que leurs intérêts sont totalement méprisés. Et que là, en plus, de temps en temps, ils n'ont déjà rien et on veut en plus leur prendre quelque chose. On fait monter le prix du métro ou du pétrole. Ils disent, ça va, ça suffit. Et le côté nouvelle génération, par exemple au Chili, est-ce que vous sentez, ce que disait Ziad Majed au Liban, est-ce que vous sentez que c'est aussi porté par de nouvelles générations qui disent ça suffit, on n'a plus peur? Ce que vous disiez, ça a totalement du sens aussi au Chili. Je crois que c'est une nouvelle génération qui n'a pas peur. Enfin, on voit les vidéos, c'est hallucinant. Moi, je regarde et c'est des fous. Hein. Ils montent sur des structures totalement de la police. Ça détourne tout. Enfin, c'est très créatif aussi. C'est très... Et il y a aussi il y a une jeunesse, 14, 15, 16, 17, 18, qui sont en train de se former en cours. C'est-à-dire, il y a une formation politique, bien sûr, parce que le Chili a une histoire politique très forte, mais je crois que c'est une nouvelle génération qui est en train de se former pendant cette rébellion aussi. Et pour répondre à la question d'avant, moi j'ai l'impression qu'on est à un moment historique, c'est même pas du capitalisme, c'est le super-capitalisme niveau supérieur. C'est tellement absurde, on est en 2019, où être noir, c'est encore être coupable, où la Méditerranée est à plein de corps de noirs, où on est dans une lutte de classe tellement évidente, c'est tellement moyenâgeux, non? Donc j'ai l'impression que la rébellion, c'est aussi une réponse à ce super-capitalisme. C'est une rébellion populaire, et éparpillé, le Chili, c'est pas seulement Santiago, c'est de Arica, le nord du Chili, jusqu'à Punta Arenas, le sud du Chili. Donc c'est la totalité du pays. J'ai l'impression que la réponse aussi à ce supercapitalisme, c'est une réponse aussi forte et avec la même vitesse. J'ai un peu cette impression aussi. Alors est-ce que c'est le retour de la question sociale ou c'est... Oui. Moi, ça serait trop simple ou caricatural Moi, juste un mot. Allez-y. En Haïti aussi, il y a ce phénomène d'une nouvelle génération. D'ailleurs, en Haïti, tout est parti de ces groupes qu'on a appelés les Petro Challengers, qui sont des jeunes originaires des classes moyennes relativement aisées et qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrés par les réseaux sociaux et qui ont créé ces mouvements pour dire « mais attention, 3 milliards de dollars de disparus, alors on veut un procès ». Et c'est parti de là. Et d'un autre côté, il y a chez les jeunes, dans les milieux populaires, une conscience politique élaborée, regroupement dans des organisations politiques, regroupement dans des syndicats, des associations de quartier. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apparition d'une nouvelle génération. On y reviendra justement sur la suite que ces mouvements peuvent donner d'un point de vue politique, mais je voulais juste vous entendre, Ziad Majed, sur ce côté-là, sur est-ce que c'est le retour de la question sociale? Oui, il y a certainement un retour de la question sociale. Peut-être en 2011, quand les révolutions ont commencé dans l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, il y a eu la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, le Bahreïn, la Libye. Donc 6 pays avec 6 scénarios différents. La question politique était omniprésente, c'est-à-dire c'était des sociétés jeunes, en mouvement, où l'éducation s'est développée, mais où les systèmes sont tellement fermés, et dans certains cas, comme dans le cas syrien, barbares, où la violence est une politique en soi. Il faut juste rappeler que Ben Ali, en 2011, était au pouvoir depuis 23 ans, Moubarak en 2011 depuis 30 ans, la famille Assad en Syrie depuis 41 ans, en 2011, père et fils, au Yémen depuis 78, et au Bahreïn, une monarchie non constitutionnelle depuis quelques années. Donc c'était un peu un ras-le-bol d'élite politique qui est associé à la corruption, à la violence et au mépris total des gens. Les gens sont invisibles. On occulte la société, on l'écrase, et si on veut marcher la tête haute, on peut être accusé de complotistes, d'éléments qui souhaitent, dans le cas chilien, ils parlent de guerre, là c'est tout de suite les interventions étrangères. Donc on n'a pas le droit de s'exprimer politiquement, et c'est cela qui a poussé les gens, dans un moment où l'urbanisation, où les familles sont devenues moins nombreuses, où le contrôle patriarcal est en train de s'affaiblir, les gens sont sortis dans la rue, ils ont brisé les murs de la peur, mais puis il y a eu des contre-révolutions. Il y a eu des échecs, il y a eu des catastrophes, comme ce qui se passe au Yémen, surtout en Syrie. La Libye était un échec, et les contre-révolutions l'ont remporté. Les gens ont pensé que c'était fini. Sauf qu'encore une deuxième vague qui a commencé au Soudan,
puis en Algérie, avec des mobilisations énormes, puis l'Irak, puis le Liban. Là, on a à la fois la question politique évidente, mais il y a aussi une question économique et sociale, et il y a un sentiment d'une injustice terrible avec des gens qui accumulent les richesses, avec un système capitaliste sans limite, arrogant, qui considère que voilà, dans tout le monde c'est comme ça, donc on fait partie de ce monde-là, sans prendre en considération le minimum que requiert un état de droit, un minimum de redistribution des richesses. Et à chaque fois qu'il y a une crise, on demande aux gens de sacrifier, et on oublie que les richesses sont ailleurs. Et si les gens protestent, on essaye de les écraser encore. Donc c'est une explosion d'une colère aujourd'hui qui dépasse toutes les colères. Et c'est cette nouvelle génération qui la porte, parce qu'elle a moins le poids aussi du passé. Elle a moins la culpabilité des anciennes générations de gauche, disons, qui ont échoué, d'un certain nationalisme arabe qui s'est transformé en une machine à écraser les peuples. Donc, ils sont libérés de beaucoup de poids et de passé. Et dans le cas libanais, ils sont libérés de l'héritage de la guerre civile, puisque le pays a vécu 16 ans de guerre civile et d'occupation. Eux, ils considèrent qu'on n'est pas responsable de tout cela. On est né dans l'après-guerre. On est en train de voir l'injustice et la corruption s'accumuler et nos vies dans les ambassades pour trouver des visas et partir ailleurs, bien que ce pays-là a suffisamment de moyens pour qu'on puisse rester et vivre en dignité. Donc cette question de dignité aussi est centrale et je pense que l'internationalisation aussi des luttes et le fait qu'il y a des échos partout, même si les gens ne suivent pas les détails, ne connaissent pas les contextes, mais ils voient qu'il y a des jeunes partout dans le monde qui sont contre un système qui les humilie, qui confisque leurs droits à vivre dignement. Et donc ça encourage aussi. Et les réseaux sociaux, je ne suis pas pour le discours qui a voulu parler de révolution de Facebook et de Twitter. Je pense que ça limite beaucoup l'importance de tout ce qui se passe, mais il ne peut pas nier que les réseaux sociaux permettent des émotions en même temps, permettent aux gens de s'encourager mutuellement, de s'organiser. On lance un appel et tout de suite, des gens partent. Ils voient que là, la police est en train d'encercler des manifestants. Ils descendent rapidement. Donc, il y a ce phénomène-là qui est très important aussi et qui aide la mobilisation à se poursuivre et à bien respirer, je pense. Alors, il y a une question aussi qui se pose et moi qui me frappe, en fait, quand on voit tous ces mouvements, c'est... en tout cas à Haïti et puis au Chili, c'est la violence extrême de la répression, en fait. Dont on parle très peu, dont les médias occidentaux parlent très peu dans la situation haïtienne. C'est une évidence pour tout le monde en Haïti que la seule façon pour Jovenel Moïse et le PHTK, il faut quand même que je dise qu'il y a eu une accélération avec l'arrivée au pouvoir du mouvement de Michel Martelly, PHTK, Parti haïtien tête calée, qu'on qualifie de néo-duvalierisme ou de néo-jean-claudisme. Ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure sur une sorte d'éternelle présence de Pinochet. Donc, une volonté d'utiliser les institutions d'État comme des biens privés, une volonté d'utiliser toutes les ruses formelles pour se maintenir au pouvoir, violation permanente de la Constitution et corruption, étalage de richesse. Donc cela a contribué à accélérer ce mouvement de colère de la part de la population. Et la seule façon pour ce gouvernement, on ne peut même pas appeler cela un gouvernement, il n'y a pas de gouvernement légitime. Aujourd'hui, en Haïti, il y a un président quasiment en fuite qui ne peut pas dire où il dort, qui ne peut pas se présenter à la nation. Il y a un mécontentement général. Écoutez, cet homme et son parti sont parvenus à réconcilier en Haïti les protestants, les catholiques et les vaudouisants. Il faut le faire. Tout le monde est contre lui. Il n'y a aucun secteur organisé de la société qui soit pour qu'il reste au pouvoir. C'est donc une cause entendue. Mais comment il tient alors? Comment il tient si tout le monde est contre lui? Il tient parce qu'il a l'appui des États-Unis et il tient parce qu'il a les armes de la police nationale et les armes de gangs qui sévissent dans les quartiers populaires. Et sa seule arme aujourd'hui, c'est la répression. Et il y a une répression, on peut dire, de classe qui est très forte sur les militants politiques originaires des milieux populaires et dans les quartiers populaires. Et ça, je pense qu'il y a véritablement un appel à faire aux citoyens du monde pour dénoncer cette
situation qui est vraiment insupportable. D'ailleurs, l'opposition a demandé aux gens de ne pas sortir dans les rues après 7 heures du soir. Parce que là, c'est le règne. On a des voitures banalisées, on a des civils armés, on a des éléments de la police aussi. Donc c'est une terreur imposée par le pouvoir. C'est une terreur qu'ils veulent imposer, mais qui ne fonctionnera pas. Et au Chili, on a vu aussi l'appel à l'armée, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 1973. C'est exactement la même chose qu'Haïti, hein. C'est des civils, c'est les militaires dans la rue. Après le couvre-feu, ça qui a duré plusieurs jours à Santiago, les gens ne pouvaient pas sortir après 7 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Après, ça a changé quelques heures. Concepción, qui est d'une ville dans le sud aussi, d'autres villes aussi. Et c'est aussi, je ne sais pas si c'est intéressant, mais à observer, c'est la manière dont s'articule la violence dans la rue. C'est totalement la dictature chilienne, c'est ciblé. Donc ils sont allés chercher des dirigeants étudiants, notamment des lycéens, des collégiens. C'était très ciblé, donc c'était cherché, et surtout dans les quartiers périphériques, bien sûr. C'est exactement la chose, c'est une lutte de classe sociale, c'est totalement ça, ils ne vont pas chercher n'importe qui. Oui. C'est vraiment très ciblé. Et ce qui est intéressant, étant donné qu'on parlait des réseaux sociaux, c'est qu'au Chili, je ne suis pas trop non plus, je ne crois pas que la révolution sera faite par les réseaux sociaux. Mais par contre, ça a été une énorme arme, non seulement pour dénoncer, mais il y a quelque chose qui s'est installé aussi très intéressant, c'est que quand quelqu'un est pris par la police, c'est dit « dis ton nom ». Je dis mon nom, Ana Maria Tijo Merino, mon numéro c'est tel, tel, tel. Donc tout le monde filme. Et c'est la manière aussi de dire prenez mon nom, parce qu'il y a il y a beaucoup de corps qui ont disparu. Et il y a eu aussi un complot de part de l'armée et de tout l'État, en fait. Il y a des feux, donc il y a des corps qui apparaissent totalement brûlés, mais il y a des autopsies qui démontrent déjà qu'ils ont été assassinés par balle. Donc ce qui est en train de se passer. Et ce qui est totalement absurde, c'est que la télévision n'en parle pas du tout. Il y a un silence complice de tous les... ce qu'on appelle au Chili la presse bourgeoise. C'est la manière dont on les appelle, quoi. Ils sont totalement complices à cet État qu'on appelle comme un coup d'État, quoi. Alors, au Liban, par contre, on ne voit pas, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, on ne voit pas ce mouvement de répression violente. Comment on explique ça, en fait? Alors, je pense que le pouvoir libanais pense qu'il y aura un essoufflement, une fatigue, donc vaut mieux éviter la répression pour le moment. Vaut mieux éviter la répression. Laissons les gens dans des contradictions qui peuvent apparaître. Essayons de jouer encore sur la question confessionnelle, les clivages, à savoir que dans le pays, le système fait que toujours le président de la République est maronite, le Premier ministre est musulman sunnite, maronite chrétien, le président, le Premier ministre musulman sunnite et le chef du Parlement musulman chiite. Et puis, au sein des institutions, il y a les 50-50, 50-50, chrétiens et musulmans. Cette fois, le clivage dépasse tout cela. Mais il y a des gens au sein du pouvoir qui veulent montrer qu'il y a quand même quelques questions confessionnelles afin de créer des contradictions, de montrer qu'il n'y aura pas un nouveau gouvernement, parce que le gouvernement actuel a démissionné. Le président ne veut pas démissionner. Au niveau de la Constitution, il n'y a pas de mécanisme clair pour le destituer. Et donc, ils veulent attendre un peu. Maintenant, la répression peut être un des scénarios, mais c'est très difficile avec la décentralisation du mouvement, avec le fait qu'au Liban, même si on a eu des guerres civiles et cette classe corrompue, mais il n'y a pas une histoire de répression par les institutions de l'État. Il y a eu les milices durant la guerre civile. Et là, il y a eu, ce ne sont pas des paramilitaires, mais des voyous mobilisés par certains groupes au pouvoir et envoyés pour tabasser la foule et attaquer les tentes où se tiennent les discours et créer la terreur. Sauf qu'à chaque fois que cela se passe, il y a une plus forte mobilisation. Donc ça commence à avoir comme politique de violence ses limites, mais on peut toujours craindre, je ne veux pas dire le pire, mais qu'il y ait un peu plus de répression si les élites politiques sentent que c'est vraiment une menace existentielle pour eux. Par contre, en Irak, il y a une répression, il y a des snipers qui tirent sur des gens bien repérés, qui sont au niveau de la foule, dans leur gestuelle, dans leur leadership, reconnus comme responsables de la mobilisation. Et donc, on voit les tirs directs dans la tête, et je parlais de 200 morts, ou plus même, en Irak, et des milliers de blessés. Dans d'autres cas, il y a eu également au Soudan, il y a quelques mois, des centaines de morts attaqués par des paramilitaires. Donc, ils ne sont pas en uniforme pour dire que ce n'est pas directement l'État, mais en fait, ce sont des gens qui travaillent pour les services secrets de l'État soudanais.
L'Algérie, c'est un autre cas où la violence reste pour le moment très contrôlée. Ils peuvent agresser physiquement des manifestants, mais il n'y a jamais eu encore de tir direct, de balles réelles, je veux dire. Et puis, il y a au Liban aussi chez les gens, comme en Irak, comme en Algérie, comme au Soudan, une volonté à tout prix d'apprendre des leçons de ce qui s'est passé en 2011. Donc les gens répètent tout le temps « Silmiya, Silmiya », c'est-à-dire nous sommes descendus en paix, que nous ne souhaitons pas vous affronter violemment. Calmez-vous et essayons de préserver cet espace d'expression, tout en préservant évidemment aussi la pression et sans compromis. Mais cette volonté jusqu'à maintenant fonctionne bien et espérons que ça va durer encore. Alors j'aimerais bien parler avec vous parce qu'on disait tout à l'heure la créativité. Alors dans chaque pays, oui. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui est particulier, puisqu'il y a des nouvelles générations, etc. Est-ce que les modes de revendication, les modes d'expression, les modes de manifestation vous paraissent un peu différents, ou ça s'inscrit toujours dans la même tradition je dirais, de la gauche, en fait? Non, moi je trouve que ça a changé totalement. Hein. Ce qui est super intéressant aussi, ces nouvelles générations. Moi j'ai beaucoup d'amis dirigeants politiques qui sont assez jeunes, qui ont 18 ans, 19 ans, et ils sont fans de Marx et ils sont fans de Beyoncé. Donc c'est une nouvelle génération. C'est très très différent. C'est une alliance entre Marx et Beyoncé. Voilà, c'est Marx-Beyoncé. Donc c'est très intéressant parce qu'ils viennent avec un autre chip, beaucoup plus libre aussi à la manière de faire politique. C'est le Capital et Instagram. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Et je crois qu'aussi au niveau créatif, il y a, je sais pas, mais au Chili, il y a énormément de photographes qui étaient déjà apparus l'année 2011 avec la Révolution Pingüina. Et il y a énormément de photographes qui étaient en train de dénoncer déjà depuis l'année 2011 et qui réapparaissent maintenant, beaucoup de peintres, graffiti. Et après, ce qui est intéressant, c'est que la femme de Piñera, il y a un audio qui circulait qui était super marrant, où elle disait... elle parle à une amie, on a déjà su que c'était elle, même le ministre, l'État a dit que c'était effectivement elle qui dit, sur l'audio, elle dit, je sais pas, ces gens sont très bizarres, c'est des étrangers dans la rue, c'est des aliens. Des extraterrestres. C'est des extraterrestres qui sont dans la rue, donc maintenant il y a des extraterrestres qui sont dans les manifs, qui se déguisent par exemple. Donc il y a beaucoup d'humour en fait. De toute façon on a un humour très on a dit aussi, il y a beaucoup d'humour qui accompagne le discours politique. Évidemment, c'est un discours revendicatif, donc avec sa part de violence, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour. Et chaque fois que le président de la République prend la parole, ça lui arrive de prendre la parole à 2h du matin. Ouais. Alors là, tout de suite... c'est des blagues partout dans le pays. Oui, il y a du matériel. Dans la tribune que vous avez publiée dans Le Monde, alors ça avait été titré comme un air de mai 68. Oui. Alors est-ce que c'est aussi ça, ce côté un peu créatif, inventif? Tout à fait. C'est-à-dire, j'allais dire, moi, la première chose qui me frappe, c'est le sens d'humour. La blague ou le sens d'humour utilisé pour déconstruire ce sérieux des responsables et se moquer d'eux et de montrer qu'on n'a pas peur de se moquer d'eux tout le temps. Ça avait commencé en Égypte en 2011, en Syrie 2011 également, partout dans la région. Et là, ça prend une ampleur assez importante aussi, vu les réseaux sociaux et les blagues qui circulent tout le temps. Et vu qu'il y a de la matière, comme vous dites. C'est-à-dire ils sont à la fois arrogants et parfois bêtes. Et ils commettent des erreurs de communication et ça donne... Vous voulez dire les dirigeants? Les dirigeants, bien sûr. Les dirigeants, les responsables, le président, le Premier ministre, les ministres, ils commettent tellement d'erreurs et ils offrent tellement la possibilité de se moquer d'eux et les gens ne ratent pas l'occasion, évidemment. Donc il y a comme une vengeance qui se fait à travers la plaisanterie, à travers l'humour et surtout dans des quartiers démunis où les gens étaient invisibles, où aujourd'hui ils s'expriment, ils ont leurs propres médias, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Et ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette question de mai 68, c'est la question des femmes, une véritable quête de libération qui va au-delà de la participation politique pour parler des valeurs, pour exprimer une solidarité aussi avec les femmes domestiques qui travaillent au Liban et qui sont originaires de l'Éthiopie, du Sri Lanka et du Philippines, et contre lesquelles la discrimination de la loi et de la société, une partie de la société évidemment, sont depuis très longtemps bien présentes. Il y a un refus catégorique du racisme
libanais, dont les travailleurs étrangers, mais aussi les réfugiés syriens. Le Liban compte 4,5 millions de Libanais, 1,1 million de réfugiés syriens qui sont là depuis 2011, 2012, 2013, etc. Et puis 250 000 réfugiés palestiniens qui sont au Liban depuis 1949. Évidemment, ils ne sont pas les mêmes, mais je veux dire, leur présence a commencé après la Nakba palestinienne en 1949. Il y a 30 à 40 000 Soudanais et Irakiens, et ils subissent tous des discriminations. Donc, les gens qui se soulèvent dans la rue, notamment les jeunes issus de gauche ou de milieux pour lesquels les droits humains comptent énormément, se rebellent contre cela. Et puis, il y a un refus d'un ancien Liban, un Liban qui existait seulement dans le folklore artistique libanais, dans un mythe qui en partie était réel, mais en partie était exagéré. Donc tous les défauts, on est en train de les dévoiler et puis de les critiquer sans tabou. Donc c'est dans ce sens-là où la révolte va au-delà du politique direct, disons, pour une nouvelle culture politique, sociale, de valeurs portées par ces jeunes et par les moins jeunes. Puis j'ai remarqué dans les manifestations de la joie et de la fierté. Ma génération, je ne suis pas tellement plus âgé, disons, mais nos manifestations, on était très sérieux, de gauche, comme ça, on va changer le monde. Et, là, il y a de la joie, les gens dansent, chantent, avec l'humour également, et sans les slogans tellement militants tout le temps, parce qu'ils veulent s'exprimer sur toutes les questions. Et je pense que dans ce phénomène-là, on peut trouver aussi Marx et Rapp. On peut trouver ceux qui veulent une organisation léniniste de la révolution et ceux qui sont complètement contre toute centralisation, qui veulent rester hétérogènes, qui veulent rester décentralisés. C'est ce qui frappe d'ailleurs dans ces mouvements, c'est le refus de tout leader. Alors est-ce que ça ne pose pas aussi la question des suites politiques? C'est-à-dire que si on refuse d'avoir des leaders, comment on peut avoir un débouché politique? Et la question du pouvoir. Dans le cas d'Haïti, pour être honnête, ce n'est pas vraiment la situation, je dirais même au contraire. Il y a eu depuis l'arrivée au pouvoir donc, de ces néo-duvalieristes, il y a eu des organisations politiques qui ont dénoncé ce qui était en train de se passer. Heureusement qu'elles étaient là et leur légitimité s'est renforcée. Et aujourd'hui, toutes les formations politiques haïtiennes, il n'y a pas de rejet, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler la classe politique ou les dirigeants politiques en tant que tels. Il y a vraiment un rejet de cette tendance PHTK qui ne veut pas que la société change. Et d'ailleurs, quand les gens réclament le départ du président, ils veulent qu'il parte pour ce que lui-même a fait, mais aussi pour ce qu'il symbolise, parce qu'ils veulent que la société reparte sur des nouvelles bases plus justes, plus égalitaires. Il y a une forte présence des partis politiques, des organisations politiques dans ce qui est en train de se passer en Haïti. Évidemment, quand vous avez des centaines de milliers de personnes dans les rues, comme les leaders de l'opposition eux-mêmes le disent, ce n'est pas l'opposition qui fait sortir les gens. La société est dans l'opposition. Mais il y a quand même une opposition politique organisée qui joue un rôle extrêmement important et qui est en train de faire des propositions pour un après Martelly, Moïse, on le voit aussi, je crois, au Chili, non, Natijou. C'est-à-dire, il y a toute une organisation, il y a des plateformes en ligne pour mettre les revendications, voir quelles sont les revendications prioritaires. Il y en a. Enfin, c'est vrai que les réseaux sociaux servent, mais c'est surtout dans les quartiers. Donc maintenant, ce que me disent tous mes amis, c'est que tout le monde est en train de se parler et c'est faire la politique partout, tout le temps, parce qu'on a toujours eu peur du mot politique. C'est un truc qui a très... Enfin, pas moi, l'histoire de ma famille, non. Mais je parlais tout le temps de politique et c'était non. Ici, on ne parle pas de politique, c'était vraiment très chilien en général. Ça crée une division naturelle à table. Et je crois que maintenant, il n'y a plus peur de ce mot-là et de créer une nouvelle forme d'aborder la politique. C'est-à-dire, le problème des institutions, des gens qui ont été institutionnalisés ce genre de politique, sont tellement désaccrédités par l'inactivité qu'ils ont eue pendant des années. Cette gauche, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui est arrivée après Pinochet, qui a continué avec un système néolibéral pinochetiste, c'est dangereux parce que maintenant, comme c'est la droite un petit peu, et Piñera, je crois que les dernières
il avait 9% seulement l'approbation du peuple chilien. Donc, il faut faire attention. Parce que si tout le monde veut avoir une part du gâteau de cette rébellion, et cette rébellion, elle est populaire. Elle est totalement... Et elle est de rue. Donc, il y a beaucoup d'organisations maintenant dans le quartier, non seulement dans les réseaux sociaux, ça s'explique qu'on veut une nouvelle constitution. C'est ce qu'on demande, parce que c'est la constitution qui a été, depuis les années 80, de Pinochet. Mais ça va au-delà de ça. C'est pas seulement la constitution, c'est changer tout le système qui existe au Chili. Alors, quand je vous écoute, et tout à l'heure, je vous donne la parole, Diane Madame, mais juste... on dit, voilà, cette démocratie formelle, d'une certaine manière, cette fausse démocratie. Alors, est-ce que le danger, c'est pas d'arriver justement à des solutions, alors, certains disent populistes, j'aime pas ce mot-là, mais autoritaires, par exemple? Si, il y a un danger, et je pense qu'à ce niveau-là, il faut être peut-être un peu prudent par rapport à la démocratie elle-même. C'est-à-dire, je comprends tout à fait ce que dit mon ami par rapport à cette démocratie formelle qui est imposée parfois par des ambassades, ou qui arrange certaines élites au pouvoir. Et donc, peut-être il faut discuter de ce qu'est aujourd'hui la crise de la démocratie représentative par rapport à la démocratie participative, délibérative. On peut évoquer cela, mais par rapport au Moyen-Orient, il y a un risque de décrédibiliser la démocratie et donc de donner au discours qui parfois appelle l'armée à intervenir ou qui voit dans certains chefs, oui, populiste dans un sens comme un recours à une stabilité, parfois même une nostalgie à un moment antécédent où il n'y avait pas les mêmes mouvements sociaux et les mêmes revendications, ça peut être un risque. Et donc, à mon avis, la question démocratique et la démocratie dans son niveau participatif, avec la question de la justice sociale et avec un travail de fond sur le changement sociétal, reste à mon avis, une priorité. Par contre, je voulais juste commenter la question qui peut être un autre risque. C'est cette nouvelle génération que je comprends parfaitement, qui a peur des opportunistes, qui a peur d'une opposition ou de certaines figures politiques classiques déjà, qui ont fait de la politique sans succès et qui peuvent être cooptés tout en prétendant représenter les gens dans la rue. C'est tout à fait légitime et ça se comprend. Et dans le cas du Liban, par exemple, les forces politiques de l'opposition sont très faibles et la contestation aujourd'hui les dépasse de loin, même s'ils sont dans certains coins plus organisés que les autres, mais l'ampleur du mouvement les dépasse de loin. La même chose en Algérie, où aujourd'hui il y a aussi une impasse, où les militaires veulent imposer des élections présidentielles, où les gens, les millions qui sont dans la rue ne sont pas prêts encore, ils veulent se construire eux-mêmes politiquement avant, ils veulent une constituante, ils veulent des modifications du système avant de passer aux élections présidentielles. Mais tout cela peut poser avec le temps un problème s'il n'y a pas une élite politique capable d'affronter les gens du pouvoir et de gagner des élections et donc de s'imposer d'une manière légitime. Le seul pays arabe qui a jusqu'à maintenant, autre que le disons, succès relatif tunisien après 2011, mais je parle de cette vague-là, 2018-2019, c'est le Soudan. Parce qu'au Soudan, il y avait des syndicats bien puissants et crédibles encore dans le nord du pays. Les anciens cadres du Parti communiste qui ont quitté l'institution partisane, mais qui sont organisés, ont su négocier et arriver à un compromis qui n'est pas idéal, évidemment, mais qui évite aussi une possible défaite parce que les militaires étaient prêts à commettre des crimes et parce que le Soudan est occulté, il est invisible dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, ils ont su quand même négocier. La crainte au Liban aujourd'hui, c'est ce refus catégorique de toute organisation peut avoir aussi des conséquences. Mais pour le moment, les gens, depuis 21 jours seulement, de toute façon, ne sont pas dans la logique de choisir un chef. Et on a des chefs dans le pays charismatiques, notamment le chef du Hezbollah, Nasrallah, et donc on veut plus ce modèle. Et on veut dépasser la question confessionnelle et la question des leaders soutenus par l'Iran ou l'Arabie saoudite ou les États-Unis ou autres qui s'imposent au niveau de leur communauté, au niveau national. Et autour d'eux, il y a toutes sortes de clientélisme qui se développent. Donc, c'est une nouvelle phase et plein d'incertitudes encore. Alors, je n'ai pas cette inquiétude. Elle me semble une inquiétude un peu futuriste. Écoutez... Quelle inquiétude? C'est l'inquiétude de l'autoritarisme ou du... Oui. Déjà, je pense que le peuple haïtien a rompu avec tout système
autoritaire. Et dans le cas d'Haïti, je le répète, il y a quand même une opposition très articulée politiquement qui n'est pas, si vous voulez, en elle-même porteuse de ce mouvement dans toute son ampleur, mais qui a quand même un certain leadership et qui est aujourd'hui, je le répète, en train de faire des propositions. Vous parlez de constituante, nous on parle de conférence nationale. Donc, en effet, l'idée c'est de ne pas avoir tout de suite des élections qui ne serviraient d'ailleurs à rien, de repenser les rapports entre l'État et la nation, entre le politique et l'organisation sociale. Et on est à une phase assez élaborée. Et en plus, quand je ne sais pas très bien de quoi on parle, quand on me dit une démocratie qui serait en danger. La démocratie, c'est quoi? Elle nous a été imposée souvent à coup d'armes. On nous avait fait des élections dont nous ne voulions pas. On nous a donné des résultats dont nous ne voulions pas. Et aujourd'hui, on viendrait nous dire, attention, vous risquez de sortir. Vous risquez de sortir de la démocratie. On se moque de qui? Les gens, ils ne sont pas des imbéciles. Donc, il s'agit peut-être aussi d'inventer quelque chose. Et ce système électoral qui perdure depuis 30 ans en Haïti, qui met au pouvoir des gens qui n'ont pas vraiment été élus par le peuple, des gens qui n'ont aucun projet politique, mais ça fait le bien-être de la communauté internationale qui dit, vous voyez, la démocratie fonctionne. Voilà là où ça nous a menés. Donc le peuple haïtien... Pas seulement de la communauté internationale, mais des élites locales aussi. Oui, des élites locales. Le problème au Liban, ce sont les élites locales, et c'est après la communauté internationale. Donc le peuple dit, eh bien, nous voulons le temps de penser l'organisation future de nos affaires. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur une quelconque menace qui pèserait sur une démocratie qui n'existe pas encore et que le peuple veut enfin établir. Alors vous savez bien que les Français aiment bien croire que tout est parti de Paris ou de France. On a bien inventé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors les Gilets jaunes, est-ce que... Parce que souvent des gens me disent, mais regardez, les Gilets jaunes ont été les pionniers. Alors est-ce que ça vous paraît... Ça, c'est dangereux parce qu'au Chili, en ce moment même, les Gilets jaunes, c'est l'extrême droite qui sont en train de porter des Gilets jaunes, par exemple. Ça fait 2-3 jours qu'ils sortent tous en Gilets jaunes, quoi. Donc on les reconnaît à ça. L'extrême droite chilienne? L'extrême droite chilienne, mais extrême droite chilienne. Ah, ils revêtent les Gilets jaunes. Ils mettent les Gilets jaunes et ils essayent de faire un parallèle avec la France. Savez, personnellement, je n'oserais pas commenter le mouvement des Gilets jaunes. En France, je ne connais pas suffisamment la réalité sociale et je me dis qu'il y a quelque chose là qui s'exprime et qui est de l'ordre du discours revendicatif, qui crée peut-être une sorte d'espace intermédiaire. Qu'est-ce qu'il faut en faire politiquement, mais il y a quelque chose qui se passe là et qui témoigne d'un problème social. À mon avis, c'est l'extrême droite chilienne qui essaye de trouver quelque chose dehors, extérieur au Chili, avec un appui international. C'est mon impression, en tout cas, d'avoir... Non, les Libanais sont plus ou moins, et les Libanaises, exposés à la vie politique française. Ils suivent, il y a une diaspora qui est là et tout. Donc c'est un mouvement qui fascine un peu au niveau de la durée de sa mobilisation, du fait qu'il se poursuit presque 1 an maintenant après son début. Mais en même temps, il n'est pas tout à fait bien compris. Est-ce qu'il y a plus de gauche ou de droite au sein de ce mouvement-là? Est-ce que c'est l'extrême droite qui essaye de récupérer? Est-ce que c'est en partie une extrême gauche qui essaye également d'être bien présente et ancrée dans ce mouvement? Donc il n'y a pas une compréhension suffisante pour l'évaluer, mais ce qui fascine, c'est sa capacité à s'imposer chaque samedi. Il y a des hauts et des bas, évidemment, mais dans la durée. Donc, de durée, en fait. Exactement. J'aimerais juste dire une toute petite phrase sur... J'ai entendu le secrétaire d'État français, M. Lemoyne, je crois, dire que la France voulait accompagner le président, si le président le souhaitait, et accompagner la société civile vers un éventuel dialogue. Alors, là, je me fais un peu porte-parole des Haïtiens. Il n'y a pas de réconciliation possible entre justement la société civile haïtienne et le mouvement PHTK et le président Jovenel Moïse. Si la France, qui pour des raisons historiques et culturelles, d'ailleurs, il faut que je dise un tout petit malheur, que l'Institut français était un peu saccagé, alors que c'est un lieu de culture, on peut voir l'humanisme français en correspondance avec des propositions humanistes haïtiennes. Si la France veut accompagner le président de la République,
qu'elle l'accompagne vers la sortie. Il n'y a pas d'autre manière de l'accompagner. Bon, merci à vous trois pour ce dialogue, ce cheminement vers une vérité peut-être. On n'a peut-être pas tout compris, on n'a pas forcément tout résolu, mais au moins on a essayé de comprendre. Je voudrais finir avec une citation de Salvador Allende qui disait qu'il n'y avait pas de révolution sans chanson. Et on va finir avec une référence chilienne, avec une vidéo d'une nouvelle version d'une chanson de Victor Jara, qui est El Derecho de Vivir en Paz, qui est une chanson, Le droit de vivre en paix, qui a été reprise abondamment ces dernières semaines dans les manifestations au Chili. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve après.